Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici les titres. À la une, l'une des plus prestigieuses manifestations artistiques en Europe et dans le monde. Pour la 60e fois, la Biennale d'art de Venise ouvre ses portes dès demain. Mais avant, le Bénin a déjà son pavillon, inauguré hier dans la ville italienne. On y fait un tour en début d'édition. Avec le développement urbain au Bénin, quelle est la situation de l'habitat? Vous allez le voir dans ce journal, on a désormais la réponse. Un rapport vient de mettre à jour les données portant sur l'habitat, le logement et le foncier dans le pays. Et dans l'actualité hors de nos frontières, les premiers pas de Bassirou Diomaye Faye hors du Sénégal pour les intérêts économiques et sécuritaires du pays, le crash de l'hélicoptère du chef de la défense du Kenya, puis les hommages de milliers de personnes dans les rues de Grande-Synthe pour rendre hommage à Philippe, le jeune de 22 ans, mort violemment. Voilà qui nous plonge de plein pied dans cette grosse actualité culturelle. Ça y est, tout est prêt. L'art contemporain béninois va s'écrier dès demain. Mikwabo, à tout visiteur à la 60e Biennale d'art de Venise. Hier jeudi s'est déroulée l'inauguration du pavillon du Bénin. Et vous allez le voir, plusieurs dizaines de professionnels de l'art, de collectionneurs et un public impressionnant étaient réunis autour de la délégation béninoise. C'est à l'Arsenal de Venise. Reportage Alexandra Djotan. Le Bénin prend officiellement ses quartiers à la 60e Biennale d'art contemporain de Venise. Cet acte matérialise l'inauguration du pavillon du Bénin. C'est un jour spécial qui marque pour nous un tournant crucial dans la reconnaissance de l'art béninois sur la scène artistique mondiale. Alors quand je dis ça, ça a l'air d'être grandiloquent parce que les artistes qui sont ici font déjà connaître l'art béninois individuellement. Les professionnels font connaître l'art béninois individuellement, mais que les pouvoirs publics et que la politique publique du Bénin y contribue et l'organise, c'est une première. L'art du Bénin, valorisé à travers le génie de 4 artistes. Le féminisme béninois à l'honneur à travers la figure de l'Amazone et du Vaudon. Sur place, la présence du Bénin est appréciée. Les échos sont plus que favorables, au-delà de nos espérances. Bon, en même temps, quand on regarde les œuvres, les propositions de nos artistes, il est difficile d'être un peu étonné, mais néanmoins, c'est un étonnement plutôt qui est favorable. Depuis un certain temps maintenant, le Bénin est habitué aux grands défis internationaux. C'est le rang que nous venons tenir. Nous avons une très belle place qui est appréciée de tous et on espère que ça va continuer sur d'autres places. Après Venise, il y a d'autres endroits dans le monde qui attendent le Bénin, sa culture et ses arts plastiques. Fierté, espoir, révélation et affirmation du Bénin comme épicentre de l'art sur le continent. Le pavillon du Bénin est donc ouvert au public. Les visites démarrent le 20 avril. Le Bénin, présent donc dans la cour des grands, est représenté par 4 artistes. Pas des moindres, des grands aussi. S'ils évoluent chacun dans un style plutôt différent, la fierté de participer à ce rendez-vous de célébration de l'art contemporain reste ce qu'ils partagent de plus. Leurs impressions, c'est dans cet extrait. Le travail que je présente ici questionne la mémoire et le patrimoine du continent africain, et notamment l'histoire de ces femmes du XVIIe et du XVIIIe siècle qui ont lutté pour préserver leur territoire, et c'est des femmes qui ont fait résistance face aux colons. Par rapport à l'œuvre que je présente à la Biennale, c'est une installation qui comporte plusieurs tableaux, de la documentation sur des autrices africaines et de pays en conflit actuellement, et aussi une sculpture en verre qui est une interprétation symbolique du culte Guélédé. Le thème du pavillon du Bénin, c'est tout ce qui est précieux est fragile. Et pour moi, ce qui est précieux et qui peut devenir ou qui devient fragile facilement, c'est les droits des femmes. Et la réponse que je propose, cette installation en l'occurrence est une solution que je propose, est l'avènement de plus en plus de communautés de femmes. L'œuvre que je présente se trouve derrière moi, elle s'appelle L'heure bleue.
C'est une reproduction d'une des baies vitrées de l'Arsenal dans un verre très spécifique qui est le verre colonial, qui servait également en monnaie d'échange pendant la traite négrière. Donc c'est une manière de parler de l'esclavagisme et de poser les choses, sachant qu'à l'Arsenal, on construisait des bateaux qui servaient aussi au commerce triangulaire. Je présente pour le premier pavillon du Bénin, cette pièce que vous voyez autour de moi, qui s'appelle Haché. Haché veut dire, en langue yoruba, veut dire ainsi soit-il, ou Amen, ou le pouvoir. Le thème de cette biennale, c'est la spiritualité, le vaudou, l'Amazone et l'esclavage. La musique qu'on entend, c'est la musique du Guélédé, parce que le Guélédé est en l'occurrence le culte de masques géré par les femmes en particulier. L'intérêt pour le Bénin de prendre part à la Biennale de Venise est de plusieurs ordres. Déjà, il faut reconnaître que la Biennale de Venise existe depuis 1895. C'est une place mondiale, une place forte de monstration, de diffusion de l'art contemporain depuis 1895. Et c'est pour la première fois que le Bénin y participe. Donc c'est pour nous un événement historique, c'est un événement inédit qui permet justement de montrer, de révéler tout le potentiel créatif du Bénin. Le rôle de l'ADAC dans la production de ce pavillon a été justement d'apporter toute la logistique nécessaire qui va du financement des œuvres, de l'assistance aux artistes pour les accompagner dans leurs recherches. Le domaine de l'art est un domaine d'utilité publique, certes, mais également c'est un domaine économique à part entière. Et nous voulons que l'écosystème qui sous-tend, qui porte la scène artistique s'installe au Bénin pour que les œuvres qui sont créées puissent rentrer dans une logique économique afin de générer des revenus pour les acteurs d'abord, c'est-à-dire les créateurs, mais aussi les professionnels de l'art, et que nous puissions générer des ressources au profit du pays à travers les créations des artistes béninoises. Et vous venez de l'apercevoir, Chloé Quenum, franco-béninoise, dont la présence à la Biennale de Venise répond entre autres à la dynamique de reconnaissance du rôle essentiel de la femme dans un contexte où le thème de l'exposition béninoise aborde le féminisme africain sous divers angles. En poursuite de notre série de Zoom sur les 4 artistes à ces grands événements, voici Chloé Quenum, le génie pour des mémoires faites de verre à Venise. À l'exposition d'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, ces œuvres attisent la curiosité. Leur matière est unique, elles représentent des fruits, tous de cristal ou de verre bleu vêtu. D'une galerie à une autre, que ce soit au musée des Beaux-Arts de Pau ou encore à la galerie Joseph Tang de Paris, Chloé Quenum se démarque par le cristal, le verre de diverses couleurs. Peu à peu, l'idée m'est venue de travailler avec des formes de taille relativement petite. Donc le prétexte là, c'est le fruit. Ça parle de plein de formes d'identité, de possibles formes existantes. Une pomme ne ressemble pas nécessairement à une pomme, etc. Donc tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Le verre, comme marque de fabrique, justifie-t-il le choix porté sur elle pour la Biennale de Venise? Une chose est sûre, elle est une artiste émergente, une valeur sûre de la scène culturelle et artistique béninoise en pleine ébullition. C'est à Ouida qu'elle choisit de nous rencontrer pour des échanges avant son envol pour Venise. J'ai choisi Ouida pour présenter mon projet pour la Biennale de Venise parce que mon nom, Quenum, vient de Ouida. J'ai aussi choisi Ouida et précisément la porte de non-retour afin de faire hommage à nos ancêtres. En tant que bénino-française, l'histoire des origines et du métissage fait partie de mon identité. Comme tout à chacun, nous sommes composés d'identités multiples et mobiles, et cette dynamique liée aux complexités des appartenances et leur histoire fait partie de ce que je suis et de mon travail. Dans son travail pour Venise, Chloé Quenum questionne la mémoire, chose précieuse pour elle, mais tout aussi fragile comme le thème de la Biennale. Tout ce qui est précieux et fragile, pour moi, me parle énormément, me parle d'identité, me parle de patrimoine, de partage, de transmission, de traduction et de la complexité que sont les choses, les itinéraires.
Je me pose aussi la question d'où part la diaspora, quand est-ce qu'elle commence. En éco-restitution, j'ai choisi 10 instruments de musique qui sont conservés dans les collections du Quai Branly. J'ai décidé de les refaire, pas à l'identique, mais de les traduire en vers. Pourquoi en verre? Encore une fois, tout ce qui est précieux et fragile. En verre, parce que le verre était aussi une monnaie d'échange durant l'esclavage. Et l'idée, c'était de ne pas travailler avec un verre neutre, mais de travailler avec un verre artisanal et un verre qu'on appelle dans certaines entreprises un verre dit colonial, qui a aussi été déplacé pour nourrir les architectures coloniales. Née en 1983, à Paris où elle vit et travaille, Chloé Quenom symbolise à travers sa présence à Venise la reconnaissance aux artistes de la diaspora et plus largement à tous les Béninois de l'étranger dont la contribution est essentielle au développement du Bénin. Et dès demain, vous allez pouvoir visiter ses œuvres au pavillon béninois à Venise. Mais outre les œuvres de Chloé Quenom, à quoi s'attendre à l'intérieur du pavillon 229? Eh bien, vous allez le voir, il n'y a pas que des saveurs, mais aussi des senteurs. Tout ceci livré pour vous en avant-goût par Benjamin Denagnon et Patrick Diosso. Venise, la capitale de la région de la Vénétie, au nord de l'Italie. C'est dans cette ville qui ne compte aucune route, mais uniquement des canaux, que se déroule la Biennale internationale des arts. C'est à cette rencontre que le Bénin participe avec un pavillon étendu sur 320 mètres carrés. Au sein de notre pavillon, l'œuvre majeure, l'œuvre centrale autour de laquelle gravitent les autres, c'est celle de Romuald Azoumé. Cette œuvre sollicite plusieurs sens pour être décodée. Il y a la vue, d'abord parce qu'il faut pouvoir voir, contempler ce qui est présenté. Et quand on prend la peine de pénétrer à l'intérieur de cette œuvre, qui est une forme de dôme, quand on prend la peine d'aller à l'intérieur, on entend de la sonorité béninoise, des panégyriques issus de nos traditions. Vous savez, cela nous est propre en tant que peuple. Cela fait notre identité, d'avoir des panégyriques qui louent nos origines. Donc, on aura cette sonorité-là au niveau de l'œuvre centrale de Azoumé. Cette œuvre fait également appel à l'odorat, à l'olfatif, pour que celui qui pénètre au cœur de cette œuvre reparte de là avec une senteur du Bénin, une senteur spécifique au Bénin. Donc, ce travail de minutie a été réalisé pour que ce soit le Bénin qui soit transposé, qui soit transporté au cœur de l'Italie au sein de cette biennale. Nous avons toute une panoplie de produits allant de cajou, de diverses sortes, des amuse-bouches, même notre sodabi sera présent à Venise. Nous avons des jus de fruits naturels venus du Bénin qui sont proposés. Nous avons des concadas, des nougats, des clapous, des cocos confits. Tout ça, ça vient du Bénin. Donc, quand les gens vont visiter notre pavillon, ils repartiront de là avec une part du Bénin en matière culinaire, en matière de sonorité, également en matière d'olfatif. Des senteurs et des saveurs du 229. Le drapeau du Bénin flottera donc correctement à Venise, la ville dite la cité flottante, et ce, d'avril à novembre 2024. Le pavillon béninois, l'endroit à visiter et surtout à ne pas manquer. On quitte Venise et on marque un arrêt en Côte d'Ivoire pour les échos du marché des arts et du spectacle d'Abidjan-Massa. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle a organisé un colloque à l'endroit de ses étudiants. L'objectif de cette rencontre est le renforcement de capacités sur la dynamique des créations scéniques. Le point avec Emmanuel Eunice-Zounan. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle saisit l'opportunité du Massa pour renforcer les capacités de ses étudiants. Au menu, 58 communications pour édifier les apprenants sur la dynamique des créations scéniques. Il s'agit de réfléchir pour voir comment aujourd'hui tout ce qui peut être produit sur scène montre que c'est le patrimoine culturel africain qui est mis en valeur. Et c'est donc une opportunité pour nos étudiants de s'approprier de la place des créations scéniques en se frottant aux maîtres, aux experts
en la matière. Le thème de cette 13e édition du Massa est en adéquation avec la vision de l'INSAC de faire de ses étudiants les experts de demain. Nous bénéficions vraiment d'une connaissance très enrichissante dans le domaine de l'art, de la culture, de la musique et beaucoup d'autres choses. Nous devons valoriser la culture africaine, nous réimprégner de nos cultures et retourner aux sources afin de faire vivre la culture africaine à nouveau. Cette semaine dédiée à la créativité africaine met en lumière la diversité artistique du continent. Un continent en passe d'être compétitif sur le marché international des arts et de la culture. Retour à présent au Bénin où 3 jeunes artistes plasticiens béninois encore méconnus ont été coachés par 3 grands artistes plasticiens bien connus sous l'égide de l'Institut français du Bénin. Un projet de résidence de création a permis aux 3 jeunes plasticiens, Anne-Marie Akplogan, Keirat Zato et Renaud Agbemadon, d'être bien encadrés. Le projet a accouché d'une exposition d'œuvres d'art. Voici celle du seul mâle du trio avec Daniel Ada, Jules Akweikou et Patrick Diosso. Je m'appelle Agbemadon Renaud. Agbemadon, jeune plasticien au don de calcul d'art. Boute amende honorable dans la sphère des mathématiques et goûte l'amande douce de l'atmosphère de l'arithmétique dans ces tableaux. Je fais des mathématiques, un peu la mathématique. Dieu t'a donné le cerveau de calculer. Ça dit, tu dois toujours calculer dans tout ce que tu fais. Des tableaux qui se forment à partir d'ardoises et de tableaux d'études effaçables comme espace peint. Si tu es l'homme, dès que tu te réveilles le matin, tu dois calculer, ça c'est forcé. Une peinture qui déforme sa surface en espace de réflexion sur les calculs. Je dois réussir ma vie comme quoi? Construire la maison, acheter des parcelles, faire la famille, belle famille, moi-même je serai propre, tout. Mais avant de faire toute cette vie, il te faut beaucoup de calculs dans la vie. Des calculs qui informent sur les angoisses, hantises, emprises et envies de la société, comme sur ce tableau-ci, ici. Je suis vraiment content de m'exposer ici parce que je ne m'attendais pas. C'est une grande joie pour moi. Et c'est à cause de mes calculs à faire que je suis là aujourd'hui. Sinon, je ne peux pas. Ici, à l'IFB, Institut français du Bénin à Cotonou, Agbemadon performe dans le triplé de jeunes plasticiens au programme de l'exposition intitulée « Nouvelle génération » du 4 avril au 4 mai 2024. Ce tableau maintenant, son titre c'est la Terre. Maintenant, vous voyez, pourquoi je dis la Terre? Parce que dans cette vie, moi, ça me plaît bien évoluer, à avoir une parcelle. Et je veux construire sur ça. C'est château, le titre de ce tableau. C'est château. Pourquoi je dis château? Parce que vous voyez, j'ai construit, j'ai fait un dessin un peu. Moi, ça me plaît bien de devenir riche, construire un château. Cette exposition transforme en restitution le trio mensuel de résidence de création pour Agbemadon à l'atelier Sinkpe, Sia Finafab Djadjo à Abomey-Calavi. Lieu édénique du parrain Dominique Sinkpe, magnifique maître en art plastique. En plus de mois 10, nous allons maintenant découvrir encore à nouveau leur créativité, tout simplement. Cette initiative doit être répétée ailleurs. À l'état civil, Renaud Agbemadon se réforme à Calavi. À l'état artistique, Agbemadon Renaud en forme avec le renouveau. Qu'est-ce don de dessiner des lignes géométriques en algèbre et de résoudre des équations algébriques en géométrie pour en faire un spécifique art plastique à l'international. On change de registre à présent. Le forum des acteurs du secteur agricole s'est tenu hier à Kandy en présence du ministre en charge de l'agriculture. L'événement a permis aux participants de faire le bilan de la campagne agricole qui s'est achevée. C'était aussi l'occasion pour Gaston Dossouri de revenir sur la question de hausse du prix du maïs au Bénin. Patrick Ayadji, Michael Nouati.
Le forum de discussion d'avant-lancement de la nouvelle campagne agricole. Une occasion rêvée pour la chaîne de valeur agricole. Face au ministre Dossoui, les préoccupations des producteurs fusaient de toutes parts. Le sujet le plus débattu, la flambée du prix du maïs au Bénin. Nous avons besoin de combiner les variétés dans ces écosystèmes pour que certains aient des variétés à cycle très court, mais d'autres des variétés dont le cycle est normal par rapport au temps. Parce qu'il y a aussi une autre vérité. Plus le cycle est long, plus les rendements sont élevés. C'est la zone cotonnière qui est encore la zone maïsicole par excellence. Le maïs qui passe après le coton, le maïs pour lequel on prend des crédits au nom du coton pour pouvoir fertiliser, c'est pour ça que ça donne plus de maïs ici qu'ailleurs. Si vous-même vous en souffrez, ça pose problème. L'autre vérité que je dois vous dire ouvertement et publiquement, c'est qu'il y a des bassins de maïs qui sont en train de se rétrécir. Si nous prenons les terres noires de Holyjet, le vertisol, et dans les zones de Paubert, Sakété et autres, les gens ont compris que ces terres-là répondent encore mieux aux palmiers à huile. Alors que tous les ans, les gens mettaient du maïs là, dès le mois de mars, avril, et déjà en juin, avant la grande crue, et ils récoltent. Et nous avons de la disponibilité. Ces zones se retirant de la production de maïs, nous devons fouetter davantage cette production-là ailleurs. Fouetter les productions de maïs dans les zones les plus productrices. Cette nouvelle trouvaille du patron de l'agriculture au Bénin passe par le système hybride. Ce n'est pas 4 sacs d'engrais. On en met 6, 7, 8 par hectare, mais on gagne. Mais vous avez posé une autre question importante. Nous n'avons pas de marché. Il y a 2 ans, quand ça a chauffé, on a dit de fermer les frontières, de garder le produit ici pour que nous mangeons. Les politiciens ont utilisé ça contre le gouvernement. On va mettre les tracteurs, on va mettre l'engrais, on va subventionner. Et vous allez produire, on va dire que vous n'avez pas gagné l'argent. Non, les producteurs doivent gagner. Nous sommes dans une chaîne où les acteurs doivent sortir toutes les griffes pour capter le produit et permettre à ce que celui qui a produit gagne. L'engrais SSP comme amendement dans le cadre de la réduction de la salinité des sols agricoles reste l'une des meilleures options pour le renforcement de la performance et la résilience des systèmes agroalimentaires, selon le ministre Dossoui. Il faut mettre du SSP. Le 25 avril prochain, c'est la journée internationale de lutte contre le paludisme. À cette occasion, le Bénin va officiellement lancer la campagne nationale de vaccination contre ce mal qui continue toujours de faire des ravages. Sur l'un des numéros de la matinale 5 sur 7 matin, le directeur de la vaccination revient sur les avantages de cette campagne pour la survie de la population. Voici un extrait de ses propos avec Jérôme Hongbo. C'est un vaccin innovant qui rentre dans l'arsenal des mesures préventives de lutte contre le paludisme et nous sommes actuellement à pied d'œuvre pour que nos enfants bénéficient désormais de cette stratégie de lutte contre le paludisme afin de réduire la mortalité et la morbidité qui est liée à cette maladie. Le vaccin a déjà été utilisé dans 3 pays à grande échelle, plus de 6 millions de doses, 2 millions d'enfants vaccinés. Et les données que nous avons en termes de résultats, c'est que ce vaccin utilisé avec toutes les mesures préventives actuelles de lutte contre le paludisme peut permettre de réduire jusqu'à 75% les épisodes paludisme chez les enfants qui ont été vaccinés. Et il y a aussi, en termes de chiffres, que ce vaccin permet de prévenir plus de 32% des hospitalisations pour cas graves et permet de réduire d'au moins 13% la mortalité infantile de façon globale. C'est un vaccin qui a eu un long chemin, plus de 20 ans avant d'être mis au point, vu la complexité du germe, vu aussi le fait que ce n'était pas facile d'arriver à développer un tel vaccin. En termes de spécificité, le processus de développement du vaccin est similaire au vaccin que nous utilisons déjà dans le programme élargi de vaccination. Donc, ce n'est pas un processus différent des anciens vaccins que nous avons déjà. C'est un vaccin inactivé, c'est un vaccin qui peut être administré avec les autres vaccins en plusieurs séries, donc notamment pour le cas d'espèces, 3 séries primaires avant la première année de vie, et une injection après au cours de la 2e année de vie pour avoir une protection maximale pour l'enfant. La cible concernée, c'est des enfants dont l'âge est compris entre 6 mois et 23 mois. La première année de vie, donc de 6 à 11 mois,
Nous donnons les 3 injections, comme on le fait d'habitude aux enfants au cours de la première année de vie. Et il y a une deuxième dose de rappel qui est donnée à 18 mois. Donc c'est pour ça que la tranche d'âge est cadrée entre les 6 mois et les 24 mois. En première intention, c'est destiné aux enfants. Maintenant, un adulte qui se retrouve en situation d'immunité similaire à l'immunité d'un enfant, donc les adultes qui ont perdu leur immunité naturelle, acquise avec le temps, peuvent effectivement, dans ce cas, reprendre leur immunité à travers une vaccination. Le plan de déploiement de ce vaccin se fera par phase. Donc nous allons prioriser les zones où il y a une forte transmission de cas de paludisme. Il y a beaucoup de cas de paludisme et beaucoup de décès. Donc il y a une cartographie du pays qui est faite en termes de risque de paludisme et le déploiement se fera progressivement au prorata de la disponibilité des doses de vaccins en partant des zones à risque très élevé vers les zones où le risque est moins élevé. Le 25 avril, où nous lançons l'introduction de ce vaccin, nous allons démarrer avec 3 zones. Banikwara dans le nord, Savalubante dans le centre et Alada Tofose au sud. Après, 3 mois plus tard, nous allons intégrer 13 autres zones sanitaires qui sont à risque également élevé et nous serons à 16 zones sanitaires sur les 34 que nous avons. Et ensuite, nous allons enrôler les 14 autres zones sanitaires dont le risque n'est pas aussi élevé que les 16 zones sanitaires que je viens d'évoquer. Plus la population augmente, plus le besoin en logement va croissant, surtout en milieu urbain. En mars dernier, une étude est commanditée afin de collecter et mettre à jour les données portant sur l'habitat, le logement et le foncier au Bénin. Aujourd'hui, un atelier de validation du rapport provisoire s'est ouvert mercredi dernier au ministère du Cadre de vie et du Développement. Ramatou Lawani, Alexandra Djotan pour la quintessence des travaux. Le seuil de pauvreté au Bénin est de 23 932 francs CFA, tandis que le coût mensuel pour un appartement d'une chambre au centre-ville varie de 35 000 à 200 000 francs CFA. C'est entre autres éléments du rapport pays du Bénin sur le logement et le développement urbain, dont la version provisoire est présentée pour amendement. L'objectif de ce rapport est de donner aux décideurs des outils d'aide à la décision en termes de planification des logements et de l'habitat durable pour tous les citadins. Il s'agit principalement d'augmenter l'offre de production de logements, car on sait que c'est un besoin crucial. Il faut dire que c'est un rapport qui a été conçu sur la base d'une batterie d'indicateurs composites et partagé par les structures qui sont parties prenantes de cette initiative. Le Bénin est le 4e pays de l'UEMOA dont le rapport sur le logement et le développement urbain est disponible et mis en examen. En effet, ce rapport constitue une des composantes du projet de création du Centre d'excellence de l'habitat, une initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec l'appui de la Banque mondiale. C'est aussi un instrument d'aide à la décision pour les gouvernants car il leur fournit des informations utiles pour orienter les investissements. La problématique de la sécurisation du foncier est également soulevée dans ce rapport. Tant que le foncier n'est pas maîtrisé, on ne peut pas parler de logement. Pour qu'un investisseur vienne dépenser son argent, il faut qu'il soit sûr que le foncier sur lequel il veut investir, c'est du foncier sécurisé. Avec ce rapport, des indicateurs clés mettent à jour les progrès, défis rencontrés et les opportunités à saisir en matière de logement, d'habitat et du foncier au Bénin. En bref, la phase communale de la 4e édition du championnat national scolaire va démarrer demain 20 avril pour prendre fin le 4 mai prochain. Pour cette édition, environ 44 000 athlètes, dont 19 000 jeunes filles de moins de 15 ans, venues de 653 collèges et lycées, vont compter dans les disciplines telles que le football, le handball, le basketball, le volleyball et l'athlétisme. Et toujours en bref, la presse béninoise et notamment le journal La Croix du Bénin est frappé par le décès hier, jeudi 18 avril, du journaliste Guido Souyovo. Il servait au sein de l'hebdomadaire catholique fondé en 1946 comme rédacteur en chef adjoint et chef desk politique. Depuis quelques années, Guido Souyovo, âgé de 64 ans, était aussi le correspondant permanent de Radio Vatican au Bénin. Le journaliste est décédé des suites d'une infection pulmonaire. Nous présentons nos vives condoléances à toute la famille éplorée. C'est l'heure à présent du point de l'actualité hors de nos frontières. Le récit ce soir, c'est avec notre guide Esther Amessiga.
Le nouveau chef d'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye, pour son premier déplacement à l'étranger depuis son élection fin mars, a effectué jeudi une visite d'amitié et de travail de quelques heures en Mauritanie voisine et a rencontré son homologue Mohamed Ould Cheikh. Parmi leurs dossiers communs, le Sénégal et la Mauritanie partagent à leurs frontières maritimes un gisement de gaz naturel développé par le britannique BP avec l'américain Cosmos Energy, la société mauritanienne des hydrocarbures et la société publique sénégalaise Petrosen. Le début d'exploitation est prévu en fin d'année pour ce gisement sur lequel les deux voisins ouest-africains comptent pour leur développement. Les cercueils des officiers des forces de défense du Kenya décédés dans un accident d'hélicoptère militaire arrivent sur le tarmac de l'aéroport de Nairobi où une cérémonie religieuse est organisée sur place. Le président du Kenya a annoncé quelques heures plus tôt à la télévision nationale que le chef de la défense du pays et 9 autres officiers supérieurs ont trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère à environ 400 km au nord-ouest de la capitale Nairobi. 2 survivants ont été enregistrés lors de l'accident. Ces responsables militaires étaient dans cette région pour aller rendre visite aux troupes déployées dans le cadre de l'opération Mettre fin à la criminalité destinée à combattre les groupes de bandits qui y sèment la terreur. L'armée de l'air a dépêché une équipe d'enquêteurs pour établir les causes de l'accident. Si vous êtes à Venise, n'oubliez surtout pas de faire un tour au pavillon béninois à la 60e Biennale d'art. Mesdames et messieurs, ce journal s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.